sonne comme du chloroforme. Dis à Buisson que j'ai défié la destinée des chromosomes. On ne voit pas le futur d'un homme dans son horoscope. J'ai pris la pop en autostop, ligoté dans le coffre. Cette guerre, c'est le colle aux normes. Je défie tous les protocoles. J'ai pris les couloirs de vélo à balle en motocross. Où sont les humains? Stop, rembarquez ces Robocop. Laissez-nous lancer l'alerte au lieu de lancer des molotovs. C'est quand même un meilleur plan pour nous, non? Maintenant, il faut tourner la page. L'idée de faire un album avec Just Music Beats, avec Oliver et Chris, c'est une vieille idée parce qu'ils ont collaboré à l'album We Love New York en 2010. Ils ont fait des prods dessus, donc il y a une dizaine d'années de ça. Suite à cet album, on s'était dit, on va se faire un petit EP ensemble et tout. Je mets des instrus de côté et puis quand j'ai l'occasion, je les shoot. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec IAM, on est depuis surtout 2012 et on a complètement changé notre manière de fonctionner. Ouais. Et j'ai très peu de temps libre. En fait, IAM, c'est devenu vraiment un groupe de scène et que la quasi-totalité des années, en fait, elles sont sur la route, en déplacement, en France et à l'étranger. On joue beaucoup à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et on fait des tournées en France, donc même si on ne passe pas dans des grosses radios d'Airplay ou en télé, tout ça, on fait quand même, on remplit des Zénith et des Bercy et tout ça sans trop faire de promotion. Donc notre vie, c'est sur scène. Et je disais à Chris, pétard, j'arrive pas à trouver le temps pour enregistrer, j'arrive pas à trouver le temps. Et juste un peu avant cette tournée, il me dit, écoute, écris pendant la tournée parce que sinon le temps tu le trouveras jamais. J'ai dit ok, donc je pars avec les instrus sur la route. Boum, la tournée au bout de 3 dates, elle s'arrête. Il nous renvoie à la maison. J'ai dit à Chris, la bonne chose de l'histoire, c'est que par contre, je vais pouvoir me consacrer qu'à nos morceaux. Ouais. Et à partir du 11 mars, j'ai écrit. Et on a terminé les 17 titres le 11 mai. Voilà, et c'est un album qui a été fait en 2 mois. Le verre à moitié plein, c'est dans tout que j'essaie de me convaincre, de le voir dans des situations compliquées, dans la vie de tous les jours, dans la musique, dans ce qu'on fait. Je pense que si on ressasse sans cesse les trucs qui ne vont pas, on va aller dans le mur. Je préfère garder mon énergie pour lutter contre des vraies choses. Je pense que ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment une tentative de transformer des gens en moutons et ça marche bien parce que la peur, et on en a parlé plusieurs fois, c'est dans l'affaire de la fin de leur monde en 2007 quand on sort le morceau, on dit exactement plus ou moins ce qui va se passer, ou alors écoutez le couplet dans Art Martien, dans IAM, en 2012 du morceau Que fait la police. Et ça parle exactement de ce qu'on est en train de vivre. La peur, c'est un mécanisme qui rend la population docile. C'est fait pour. Aujourd'hui, par exemple, on est en fin d'épidémie. Ça s'appelle une fin d'épidémie. Tu vois, quand il y a 7 morts par jour ou 5 morts par jour, et qu'il y a plus d'infections parce que le virus il devient moins virulent, donc il est plus comment dire, il se communique plus, il y a plus de cas d'infection, mais par contre les décès dégringolent. Ça s'appelle une fin d'épidémie, mais malheureusement on maintient la pression sur les gens sont terrorisés. Quand je suis dehors dans la rue, ça révèle tout ce qu'il y a de mauvais, et notamment le côté collabo qui est absolument insupportable. De la Nakba, applaudir les soldats déployés avec le barda, torturer Aladdin, ravagé à Graba. Ils aiment tellement la merde au point que le vrai dépasse la fiction, où l'apprenti devient président, super production. Comment trouver des excuses à ceux qui sont lavent les mains, qui veulent laver leurs péchés, ces taches de sang sur les fringues. Ils pressent pas la gâchette, ne tiennent pas la machette, eux ils comptent les morts, le cul sur la vachette. Ponce Pilate pour moi c'est le plus engagé de l'album, parce que c'est plus un morceau qui se base sur le fait de se dire, dans des événements et des événements de cruauté de l'humanité, il y en a eu à travers des guerres, à travers des déportations, des exterminations, de l'esclavage. Il y a les gens qui l'ont fait, dont on sait qu'ils sont des bourreaux, mais les gens qui s'en lavaient les mains, est-ce qu'ils sont innocents
où ils sont aussi coupables que les bourreaux. Et en fait, ce morceau-là pose cette question-là. Et moi, personnellement, je pense que ceux qui s'en lavent les mains ont une responsabilité quasiment égale à ceux qui tiennent l'arme et qui frappent. Ah oui, on l'a lié profondément, on le voit sur la pochette, on l'a lié profondément au phénomène migratoire qui se déroule tout autour de la planète aujourd'hui, et de dire que tout est lié et que justement on nous sert des tas d'exemples négatifs sur tout ce qui vient de l'Afrique. On a voulu prendre l'exemple d'un esclave africain qui est devenu samouraï au Japon et de dire que ces choses-là sont possibles, sont faisables. Il y a eu malheureusement un triste fait d'humanité où il y a un petit gamin de 14 ans qui venait du Mali qui est mort en Méditerranée. Ils l'ont retrouvé, il avait son bulletin de notes qui était accroché dans le revers de sa veste. Et sur notre pochette, il est représenté, puisqu'on le voit, il y a Yasuke à la pointe du radeau, et à l'autre pointe du radeau, il y a un jeune homme avec des dreadlocks et il a son bulletin de notes sur son t-shirt. On cherche toujours à donner des messages. Je pense que c'est pas bien de vivre en regardant dans le rétroviseur et en regardant uniquement le passé, mais par contre le passé, il doit servir pour le pare-brise, pour ce qu'on va dans le futur. Il faut savoir les choses. Connaître l'histoire de l'esclavage et ce que ça a engendré, et ce que ça engendre comme problème, et encore aujourd'hui, c'est la plus grande, et je le disais à la radio et à la télévision, c'est le plus grand crime contre l'humanité qu'il y ait eu sur cette terre, avec quasiment 40 millions de morts, je ne sais pas combien de millions de gens déplacés, déportés, enchaînés avec du travail forcé pendant plusieurs centaines d'années. Il n'y a pas eu d'équivalence à l'échelle de l'humanité, du moins ce n'était pas industrialisé à ce point. La Shoah l'a été par la suite aussi, dans un même système cruel, asservissant. Et, voilà. Donc, nous on voulait dire aussi qu'en Afrique, regarder vers l'Afrique aussi, c'est regarder vers peut-être le futur de la planète, et de se dire que les gens qui migrent à un moment donné, posons-nous sincèrement la question. Les gens qui viennent dans nos pays pour trouver du travail, ce ne sont pas des délinquants, ou tous... Oui, dedans, il peut s'immiscer des gens qui sont des gangsters dans leur pays, au Nigeria ou au Ghana. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci. C'est des choses qu'il faut accepter. Par contre, il y a des gens qui fuient la misère, les persécutions, l'extermination. Et dans tout ça, ces pays-là, économiquement, nos pays les exploitent. Tout à fait. Et exploitent les ressources de ces pays-là. S'il y avait une juste redistribution de la part des pays européens, mais aussi des dirigeants africains qui sont très enchevillés avec les pays européens, je pense que des pays, par exemple, comme le Nigeria, qui ont des ressources énormes, ne produiraient pas autant d'immigration en Europe. Les gens ne viendraient pas chercher si les richesses restent chez eux. Donc, toutes ces questions-là qu'on se pose, et on a voulu se les poser sur le morceau Yasuke. Oui, c'est le nom, la traduction grecque du nom égyptien, soit bienheureux, soit qui plaît au soleil. C'est un nom que j'ai choisi à une époque où tout le monde choisissait des noms américains dans leur rap. Je dis mais il va falloir que viens, on trouve un truc un peu différent et tout. Et on était passionnés d'Égypte et d'égyptologie. Et je pense aussi que le fait de s'intéresser à l'histoire, c'est s'intéresser aussi au présent. Et Akhenaton est un pharaon révolutionnaire puisqu'il a été le premier pharaon monothéiste. Il est mort pour ça, il est mort à 32 ans parce que le clergé de Thèbes l'a ensuite supprimé, on va dire physiquement, et a martelé son nom des stèles et a éradiqué sa présence religieuse dans le pays d'Égypte, bien que, à cette époque-là, la Palestine faisait partie de l'Égypte. Et selon des découvertes scientifiques, et notamment de la part de deux fils de rabbins qui s'appellent Saba et Roger Messod, qui ont fait une analyse graphologique, vestimentaire, entre les hiéroglyphes et la langue et l'hébreu. Vraiment, ils ont fait toute une analyse d'ordre scientifique. Et pour moi, ils ont quasiment prouvé
que les Hébreux, en fait, sont des Égyptiens monothéistes. Ils se décrivaient comme étant en esclavage parce qu'ils étaient persécutés par les polythéistes. Or, maintenant, c'est que tous les grands monuments égyptiens ont été construits par des ouvriers payés. Les stèles le disent toutes. Par contre, l'esclavage, voilà, l'esclavage des Juifs en Égypte, c'est l'esclavage des Égyptiens monothéistes, repoussés, chassés d'Égypte, mais installés quand même sur des terres égyptiennes, puisque la Palestine en faisait partie. Et ils étaient au contact de tous les envahisseurs hostiles qui venaient du Moyen-Orient. Les pharaons polythéistes se sont dit, bien, on renvoie les monothéistes à la frontière, comme ça, c'est eux qui feront la guerre en premier aux envahisseurs. Et en fait, voilà, ils expliquent l'origine du peuple juif, en fait, qui est une origine égyptienne. Je dirais fonce, continue, sur ça j'ai aucun regret. Je peux avoir des regrets dans ma vie sur des trucs qui sont pas liés à la musique. Par contre sur ma position culturelle et l'amour que j'ai eu pour le hip-hop à partir de 13 ans, en 81, quand j'ai commencé à en écouter vraiment à fond jusqu'à maintenant, pour moi je vois ça comme une ligne droite. Alors il y a des cassures qui sont des cassures musicales, parce que le rap a changé à travers toutes ces années. Mais par contre, il y a une continuité culturelle. Je me sens comme faisant partie de la culture hip-hop et très lié à la musique qu'on appelle rap. D'accord. Donc je dirais à cet adolescent, vas-y, continue, fonce et continue à t'éclater, aime cette musique, ça représente quelque chose de fantastique. C'est la musique amplifiée, la plus écoutée pendant le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que même le rock n'a pas été autant de temps en haut des charts que le rap. Moi, j'estimais qu'en 2020, on serait suffisamment intelligent pour tirer les leçons on va dire des années 60 et des 70, des erreurs que l'humanité a fait. Valider les hypermarchés, la bouffe de merde. Ce qui me fait rire maintenant, c'est quand les supermarchés vendent du bio, alors que c'est eux qui ont écrasé le vrai bio dans les années 60 avec l'aval de nos parents. C'est la consommation de nos parents qui a donné ça. Par contre, je constate dans ma famille, et tout le monde, dans la génération de mes grands-parents vivait jusqu'à 90 ans, 87, 88 ans. Par contre, dans la génération de mes parents, beaucoup de cancers, beaucoup de malades. Et donc, pour moi, c'est une résultante de ce qu'ils ont respiré, des lieux où ils ont travaillé, de ce qu'ils ont mangé surtout. Et je m'imaginais 2020 plus conscient, avec des gens qui prennent conscience. Or, j'ai l'impression, comme dans Sixième Sens, quand un gamin dit « je vois des morts partout », ben, quand je sors, je vois des moutons partout, moi. Et je pense que les faux combats et la révolution technologique qui a été Internet combinée à la télé-réalité a fait beaucoup de mal à l'humanité. Énormément de mal à l'humanité, et qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Donald Trump est un exemple parfait de ce que la télé-réalité peut produire. Il a été élu grâce à The Apprentice, il n'a pas été élu sur des idées. Les idées viennent se rajouter, se greffer dessus. Mais culturellement, la culture influence toujours la politique, l'économie, et comment c'est dans la planète. Et puis on arrive en 2020, j'aurais jamais pu m'imaginer assister de mon vivant au plus grand braquage de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, pour les développer ? Ça va être très long. C'est-à-dire, pour moi, c'est la Troisième Guerre mondiale, mais avec une autre forme. On ne peut plus balancer des bombes, on ne peut plus balancer des bombes atomiques sur les gens, on peut plus faire... On a trouvé une autre moyen. Pendant la crise du coronavirus, alors justement, on dit oui, quand on parle de ça, on dit complotiste. Le complotisme, c'est quand même un fourre-tout. C'est-à-dire que si on met en doute des versions officielles, on est complotiste. Mais moi, je connais le plus grand complot de l'histoire de l'humanité, ça s'appelle le business. C'est ça le plus grand complot de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de mystère derrière. C'est quand il faut faire du fric, on marche sur les gens. Le coronavirus, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est l'occasion de gagner énormément d'argent. Je te donne deux exemples. Entre début mars et fin mai, les plus grands milliardaires de la planète ont gagné 473 milliards de dollars. Et toutes les actions en bourse qui se sont effondrées en début d'année dernière,
Une action qui coûtait 100 euros, qui coûte maintenant 20 euros, il y a bien des gens qui les rachètent. Tout à fait. Si elle est à 20 euros, je te garantis que dans un an et demi, elle sera revenue à la valeur où elle était avant. Mais qui va multiplier son argent par 5 ou par 6 dans cette histoire-là? C'est pas les pauvres qui meurent du coronavirus. Parce qu'en fait, ce virus-là, il touche surtout les pauvres des pays riches. Les pauvres dans les pays pauvres, ils savent comment ils ont d'autres virus à affronter bien plus dangereux que celui-là. Donc, ils sont habitués à ça. Ils regardent l'impact qu'il y a sur des pays très pauvres ou en Afrique. Ça, c'est très peu touché. Ouais. Ouais. Très peu touché. Donc, je pense que derrière tout ça, comme d'habitude, il y a une histoire de gros sous. Et les histoires de gros sous, en général, l'énergie, les armes, les produits pharmaceutiques. Cette équation-là, tu les trouveras de partout, dans tous les sales coups. Pas dans nos paroles, tu vois, par exemple, dans Remember, le morceau avec Femi Kuti qu'on fait dans l'album dernier, je vais me permettre de citer des paroles et tu vas voir l'analogie. Bon, je parlais de que fait la police, je ne me rappelle pas, donc il faudra faire un retour en arrière, mais sur Remember, c'est si des barres ensemble sur le carreau, on sait que la vérité n'est pas celle des gourous paro. Pourquoi je changerai mon opinion, c'est celle d'avant, on bouge tout ça à la même cadence. Le but final, c'est de chiller. Mon assiette vide n'a pas rempli mon corps de haine, non. Elle m'a montré le chemin pour défaire mes chaînes. Bon, seul, libre, sans milice, je vois tous ces gens se fliquer, cachés derrière un sobriquet, dire que le méchant c'est Mickey. Le crime, il est commis chez le doc. Quand il gave l'ordonnance, on chie sur notre part de monde pour avoir notre part de France. Et il se paie le vivant. On sacrifie le vivre ensemble en validant de la merde posée sur le divan. Ça mystifie la justice. La force devient l'héroïne d'une exode sans peuple avec des milliers de Moïse. Des faux prophètes égoïstes lâchant vers l'univers. Tout ça se finira sous un déluge d'astéroïdes. Et voilà pourquoi j'ai appelé l'album Astéroïdes, à cause de cette phrase-là. Et justement, il se paie le vivant. Mais ça fait des années que des grandes industries pharmaceutiques déposent des brevets sur des plantes qui nous appartiennent à nous tous ici. Ils brevettent des plantes. Et c'est-à-dire que quand il y a des paysans à Madagascar qui veulent la cultiver, on leur dit non, attends. Il y a ce laboratoire-là, il a déposé le brevet sur cette plante-là. Mais ça va pas ou quoi? Comment on peut accepter des choses comme ça? Ou des plantes comme l'écorce de quinquina qui a donné l'hydroxychloroquine employée depuis 70 ans, d'un coup on l'interdit, et l'Artemisia annua qui a c'est prouvé qu'il y a vraiment des effets antiviraux, elle est complètement interdite et introuvable en France. Parce que la France, dans l'ensemble des pays de l'Ouest, avec les États-Unis, la France et les États-Unis, c'est les pires pays concernant les labos. Hein. On ne peut pas combattre le racisme, c'est impossible. Pourquoi? Parce que il se base sur des systèmes qui sont tellement simples, basiques, à commencer par la peur de l'autre, qu'il y en aura toujours. C'est-à-dire une fois qu'on aura combattu une forme de racisme, il y aura une autre forme qui reviendra. L'être humain se méfiera toujours de ce qui n'est pas issu de son propre entourage. Par contre, on peut combattre l'ignorance. Et les mécanismes que le racisme engendre peuvent être tempérés et freinés si on fait face à des gens beaucoup plus instruits. Il y a des choses qui ne passeraient pas. Je parle d'un truc très simple. Quand Théo s'est fait violer avec une matraque, et l'opération de démonstration, de tentative de démonstration qu'il a été un délinquant derrière, pour justifier le fait qu'il soit violé avec une matraque, si les gens un temps soit peu intelligents, ils diraient mais non, on ne peut pas prendre, même si sa famille ou lui-même a été délinquant un jour, on ne peut pas lui rentrer une matraque dans le cul. Sinon, à l'Assemblée, c'est ce que j'ai dit l'autre jour en interview, sinon l'Assemblée, il s'assoit tous sur des matraques là, quasiment. Hein. Et que ces actes-là ne se justifient pas. On ne fait pas ça.
C'est des choses qui ne se font pas. Mais aujourd'hui, les gens reviennent à des réflexes avec la peur qui sont des réflexes du passé. C'est-à-dire on évolue dans la technologie, mais au niveau de nos réactions, on retrouve le peuple qui avait peur de l'an 1000. La fin du monde, toutes ces peurs-là, et ces peurs-là ne donnent jamais rien de bon. En fait, on est tous passionnés par l'histoire et je trouve que l'histoire, elle s'écrit dans le présent et l'histoire du passé, elle nous explique ce qui peut se passer ou se répéter. C'est important de la connaître pour avoir des bases solides et voilà, pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement dans le monde en général, hein, tout s'explique et tout est lié, tout se tient, absolument tout se tient. Cette hystérie collective que nous vivons, pourquoi il n'y a pas cette hystérie-là sur l'accès à l'eau ? 1% du budget de l'armement mondial suffirait à couvrir les besoins en eau potable de la planète. Ça éviterait la mort de 4,5 millions d'enfants et 9 millions de personnes par année. Le concert à Gizeh, pour moi, c'est le plus grand souvenir que j'ai des concerts d'Ayam. Je me retournais, je regardais derrière, je me disais, c'est pas possible, c'est vrai. Star Wars ou Marvel, hein, Marvel, c'est vraiment... moi, j'ai grandi vraiment dans l'univers de Marvel, d'où la pochette d'Astéroïdes, mais j'ai grandi dans cet univers-là. Et j'ai grandi en allant au marchand de journaux toutes les semaines acheter mes Strange, Spécial Strange, Nova, Titan et mes hors-séries. Et je les ai plus. À l'époque, je les ai donnés ou jetés, ou je ne sais plus ce que j'en ai fait. Et aujourd'hui, je suis en train de tout racheter petit à petit. Dès que j'ai 2 francs 6 sous, j'arrive à me trouver tel. Donc Spécial Strange, j'ai quasiment tout. Strange, j'en ai pas mal. Titan et Nova, j'en ai pas mal aussi. Et Galactus, il est en pochette d'Astéroïdes. Galactus, il ne peut pas être vaincu. C'est un destructeur de monde. Une sorte de destructeur sociopathe. Et je trouve qu'il est bien à l'image de l'être humain. Et je peux aimer des super vilains parce que pour moi, les valeurs de gentil et des méchants, elles se confondent dans un truc. L'autre jour, je regardais le discours de Mohamed Ali sur la perception de l'image associée à l'adjectif noir et de ce qui est associé à l'adjectif blanc. Que tout ce qui est associé à noir est mauvais, et tout ce qui est associé à blanc est bon. Voilà, vous comprenez pourquoi on a écrit Côté Obscur. Donc Côté Obscur peut être un morceau pop culture, mais un morceau très engagé aussi. Il y a une deuxième grille de lecture à l'Empire du Côté Obscur. Je pense que ça vient aussi de nos parents. Moi, je parlais juste des miens parce que je ne peux pas parler de toutes les familles du groupe, même si je les connais. Mais ma mère m'a mené... ma mère était... elle l'est toujours, hein, est communiste. Elle était militante à la CGT, donc j'ai fait beaucoup de manifs avec ma mère. Pour des avancées sociales, mais aussi contre la guerre du Vietnam et tout ça. C'est des choses qui m'ont marqué en étant jeune, même si je ne me sens pas communiste du tout. Il y a des choses qui m'ont marqué à cette époque-là. Et j'ai un souvenir, à 16 ans, c'était le début de Canal+, c'était en 84. Ils avaient passé le documentaire de Schoendorfer, qui s'appelait La section Anderson des réminiscences, que je conseille à tout le monde de voir, qui est sur la guerre du Vietnam, et lui suit une section de gamins des États-Unis qui ont 18-19 ans, des Afro-Américains, Italo-Américains, Hispaniques, des jeunes blancs, qui se retrouvent ensemble dans une galère au Vietnam, et c'est juste des enfants, ils ont 18-19 ans. C'est un reportage très poignant, et c'était la première fois que je pleurais devant un film. Et à 16 ans, je me suis retrouvé à pleurer devant Canal+, à regarder ce documentaire. Et je pense que tout ce que ma mère et mon père m'ont appris, et c'est ressorti après dans des textes, dans des morceaux comme Le Soldat, dans Ombre et Lumière. C'est des morceaux qui sont nés du visionnage de ce documentaire. Ce documentaire m'a vraiment marqué. Puis en plus, musicalement... Il y a le morceau qui s'appelle St. James Infirmary, qui est un morceau de B.B. King, qui a été repris par Bobby Blonde, qui est un morceau de blues.
et qui est absolument triste à mourir. Je trouve ça magnifique, ce film-là est super beau. Plein de choses. En fait, j'ai eu plusieurs vies. On va dire que la vie, c'est un millefeuille. J'ai plusieurs vies. J'ai une vie calme et stable maintenant. Mais les années où j'ai vécu à New York et tout ça, et j'en parle dans Astéroïde, c'est des années où j'étais confronté énormément très jeune, alors qu'on ne doit pas y être confronté à cet âge-là, à la mort, à des trucs plutôt durs. Donc ça a changé ma vision des choses, ça a changé ma relation même à l'univers, à la religion, à l'univers. J'ai très vite compris à 17 ans que la vie c'était mortel. Pour les gens qui l'auraient oublié. Ouais. Parce que beaucoup l'oublient, ils veulent être soignés comme des ordinateurs. La vie c'est mortel. La vie, à un moment donné, ça s'arrête. 17 ans, c'est tout. À 17 ans, j'ai perdu des amis. C'est ce que j'ai. Pareil, dans le texte, je dis je me revois dans la chambre. Mes potes me disaient de sampler Al Green. Des 6 personnes présentes, je suis le seul en vie. C'est des choses qui sont. Voilà, qui changent un homme. À un moment donné, quand il y a des gens qui comptent pour toi, qui disparaissent, dans le même morceau, je parle de Richard, qui était le premier manager d'IAM, qui est malheureusement décédé. Et je me revois m'asseoir avec lui sur le banc à Coney Island et on voyait le World Trade Center au loin. Et on se disait, oh, pétard quand même, on est à New York. Et c'est pour ça que le World Trade, quand il est sorti, quand il s'est écroulé, ça m'a ressorti c'était une sorte de phare pour moi quand j'étais à Brooklyn et que j'étais dans ces quartiers-là, ça représentait beaucoup. Donc oui, au fur et à mesure du parcours, je pense que c'est surtout des gens que j'ai rencontrés qui m'ont changé, qui m'ont ouvert l'esprit. Aussi des années dures où j'ai fait une forme pour moi, de profonde dépression, parce que j'étais pas prêt à être autant connu. Avoir ce rapport à la célébrité, pour moi, ça m'a perturbé. Il y a des gens, y compris dans le thérapeutique, qui m'ont fait beaucoup de bien, et j'ai rencontré des gens qui pratiquent des médecines chinoises, des choses comme ça, ou des manières de respirer, le sport, des tas de choses qui ont changé ma vie et ma vision des choses. Maintenant, j'ai plus l'impression d'être assis sur une barque, et que cette barque-là, elle se laisse porter par la rivière. Avant, je voulais absolument ramer et faire moi-même mon parcours dans cette rivière-là. La vie, à un moment donné, il faut accepter que ces flots-là, ils ne se maîtrisent pas. Et qu'il y a des tas de choses dans la vie qui ne se maîtrisent pas. Tu maîtrises ta volonté, tu maîtrises ton envie de faire des choses. Tu ne maîtrises pas où tu vas. Tu fais des tas de plans et un jour ou l'autre, la vie, elle te rappelle que tes plans, ils ne valent pas un clou. Tout ce qui nous entoure là, ça fait partie de l'univers. Ça fait partie de cet ensemble de choses qui a été créé en même temps que les galaxies, les étoiles, tout ça. Ce qui est détruit là, ce sera recyclé dans notre univers ambiant, ou dans les étoiles, ou dans l'atmosphère, ou dans des arbres, ou dans des murs, peu importe, mais rien ne se perd. En ce sens-là, la vie c'est mortel. L'univers tel qu'on le voit est mortel, mais par contre, sa durée de vie est beaucoup plus longue. Donc les atomes, la structure moléculaire, enfin les molécules, oui, mais les atomes ne disparaissent pas. Quand c'est en direct, j'ai pas eu à me plaindre des grands médias d'avoir été coupé. Je pense que c'est plus sur des émissions un peu enregistrées où il y a eu des coupures sur des choses que je disais. Mais franchement, je le ferai, et ça m'est arrivé de le faire, et de le faire volontiers. Et de me retrouver, comme quand je me suis retrouvé face à des phrases très courtes. Une fois sur le plateau de France Télévisions, sur France 2, au journal avec Delahousse à midi, je me suis retrouvé face à Jean-François Copé, et je lui ai dit un truc comme plutôt que de vous soucier des gens qui prient dans la rue, vous devriez vous soucier des gens qui meurent dans la rue.
Et c'est bien ces espaces-là parce qu'on peut dire vraiment ce qu'on pense. Et ce que je pense, c'est que on focalise sur des choses anecdotiques pour défendre son opinion et sa parole, pendant que les choses importantes ne sont pas réglées. On vit mieux, et ça, il faut le dire aussi, on vit mieux en 2020 que dans les années 60. Les gens dans les années 60, mes parents, mes grands-parents ou 50 m'ont raconté qu'est-ce que c'était la vie. Ou mon grand-père, quand il était arrivé en France, il a eu la première paire de chaussures à 16 ans. Aujourd'hui, même dans les quartiers ici, les fils de mes potes et tout ça, ils en ont 10 de paires de chaussures. C'est autre chose, c'est d'autres combats à mener. On n'est plus dans les mêmes combats qu'avant. Je pense que l'être humain, et aujourd'hui, malgré qu'on ait accès à une vie meilleure, on a envie de paix dans nos têtes. Et c'est ça qu'on n'a pas. Et donc on sera sans cesse en train de se battre, d'essayer de lutter, parce qu'on voit tous les jours de l'injustice, tous les jours des inégalités, et tous les jours des choses qui ne fonctionnent pas. Même si notre qualité de vie s'améliore, il y a toujours par exemple des gens qui font des milliards et des milliards et qui ne partagent pas. Moi je m'en fous qu'ils fassent des milliards. Pourquoi les richesses sont aussi mal réparties que ça? Voilà tout ce que je dis, hein. Après je ne suis pas dans le fait de dire il faut guillotiner tous les riches, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est comment ces richesses sont réparties. Le mot de la fin, il y a une dicton dans le hip-hop et dans la culture hip-hop qui disait paix, unité, amour et s'amuser. Je pense que ça résume toujours ce que j'ai dans mon cœur aujourd'hui. Peace, unity, love and having fun. C'est les choses qui sont le moteur de notre quotidien aussi dans le groupe. Et je vous disais tout à l'heure, je me demande pourquoi on répète. Notre avenir il est flou, on ne sait même pas si on va pouvoir attaquer à tourner. Par contre, on est tous les jours là, ensemble, à rigoler, faire de la musique et à s'entretenir. Juste, on a besoin d'être ensemble et de partager ces moments-là. Le rap, pourquoi ça a parlé à énormément de monde? Parce que c'est issu de la culture du partage.